Merci pour ces deux éclairages. Alors, on avait souhaité finir ce tour de table avec Jean-Luc Thomas pour prendre un petit peu de recul, en tout cas pour réfléchir. Alors, si vous souhaitez intervenir depuis le pupitre, allez-y. Ouais. Vous êtes donc maître de conférence au CNAM à Paris. Je rappelle que vous intervenez à la fois au CNAM et au Centre de recherche sur le travail et le développement. Ouais, je vais le poser. Permettez-moi de remercier, ça se fait, hein, les organisateurs. Ah oui, c'est important, je trouve. Les remercier de m'avoir invité et surtout, finalement, d'avoir proposé de mettre au cœur de cette journée la santé et plus particulièrement le rapport entre santé et travail. Et du coup, pour répondre à votre question, il me semble que dans ce qui était dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je partage. Il y a beaucoup de choses que je partage à la fois dans ce qu'on cherche à faire, qu'on soit intervenant, psychologue, manager ou autre. Il y a beaucoup de choses aussi qui se discutent. Voilà. Et comme on m'a dit, une discussion que j'ai eue avec vous au téléphone, hein, qu'on était là aussi pour débattre, du coup, moi j'aimerais bien discuter de choses assez précises, quoi. Quand on parle d'entreprise libérée, quand vous avez parlé d'entreprise libérée, moi je préfère parler d'entreprise délibérée. C'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il faut prendre soin des collaborateurs, moi je suis d'accord aussi, hein. Mais il me semble plus important encore de prendre soin du travail. Vous voyez, c'est des petits décalages qui ont l'air de rien, mais c'est important. Quand tout à l'heure, à nombreuses reprises, et d'ailleurs on a associé la santé au bien-être, à la fois à l'école et ailleurs, hein, ça se discute. Parce que pour moi, j'associe la santé au bien-faire. Vous voyez, c'est des petits décalages, mais qui ont l'air de rien, mais qui sont, me semble-t-il, importants. Et c'est ce que je vais essayer de présenter maintenant, quoi. Mais avant de rentrer dans le vif de mon propos, je voudrais rapidement me présenter et dire un mot du cadre dans lequel j'interviens dans les situations de travail où les questions de santé sont en jeu, sont un enjeu même. Et après cette première partie, je concentrerai ma présentation sur les rapports entre santé et travail, et plus exactement entre santé et efficacité. Puis en conclusion, je donnerai mon avis, hein, sur les actions menées au nom de la qualité de vie au travail, pour terminer sur l'importance de la conflictualité sociale et psychologique sur la question de la qualité du travail. Qualité du travail. Je vais y revenir. Donc, je suis psychologue du travail, ça a été dit, maître de conférence en psycho du travail et membre de l'équipe de recherche psychologie du travail et clinique de l'activité du CNAM. À ce titre, je mène, comme mes collègues de cette équipe, hein, des interventions à visée de recherche dans différents milieux de travail, et cela à la demande des directions, des CHSCT, voire des professionnels eux-mêmes. Dans tous les cas, ces interventions font l'objet de longues et patientes discussions pour un conventionnement avec la direction et parfois d'une convention tripartite avec la direction et les organisations syndicales, comme par exemple à l'AFPA, convention pour laquelle je travaille. L'objet de la convention est toujours articulé à la demande, bien entendu, mais elle cherche souvent à inclure la question de la qualité du travail, ou pour le dire autrement, du travail bien fait. D'un point de vue de l'action, nous nous référons à un dispositif méthodologique qui cherche à mettre en place un cadre de dialogue, de dispute, entre les professionnels concernés pour qu'ils puissent développer leur propre interprétation de leur travail. Concrètement, et après signature de la Convention, hein, nous créons ce que nous appelons un collectif de travail, c'est-à-dire un collectif de pairs, un collectif de professionnels d'un même métier, collectif de professionnels volontaires, pour appréhender avec eux ce qui les préoccupe dans leur activité de travail ordinaire. Et après de nombreuses heures d'observation de l'activité de ces professionnels volontaires et de réunions collectives avec eux, nous tentons alors d'instruire certains points saillants de leur travail qui restent pour eux à discuter ou qui font l'objet de controverses entre eux. Pour cela, nous proposons souvent, hein, de filmer certaines séquences de leur travail quotidien qu'ils ont considérées comme importantes, et cela dans le but d'approfondir certaines de leurs préoccupations et d'instruire dans le détail des questions de leur travail. Ces images vidéo font ensuite l'objet d'un travail précis. Je vais vite, hein, mais il s'agit alors pour
chaque professionnel volontaire de commenter avec nous leur travail, puis dans un deuxième temps, de poursuivre ce commentaire en présence d'un collègue, lui-même ayant participé à une analyse de son travail. De fait, l'analyse du travail est réalisée par les professionnels eux-mêmes. J'insiste là-dessus. L'analyse du travail, ce n'est pas nous qui la réalisons, ce sont les professionnels eux-mêmes lorsqu'ils se confrontent aux traces vidéo de l'activité de leur travail. Dans ces situations qu'on appelle d'auto-confrontation croisée, où deux professionnels discutent, voire se disputent sur leur manière de faire ou de dire à partir des images, des extraits vidéo, la visée du chercheur, la mienne, n'est pas de connaître ou de comprendre leur travail, mais de provoquer des controverses professionnelles, et cela pour produire et mobiliser de nouvelles ressources dialogiques, que l'on pourrait même appeler de nouvelles ressources psychologiques et sociales, permettant d'instruire des angles morts de leur situation de travail. Autrement dit, ce qui compte pendant ces autoconfrontations croisées, c'est ce que les professionnels n'arrivent pas à dire, ne parviennent pas à interpréter. C'est ça qui nous intéresse, pour nous, en tant que chercheurs, en tant qu'intervenants, car c'est en déliant et reliant les liens entre ce qu'ils font, ce qu'ils se voient faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ce qu'ils pourraient faire, que ces professionnels peuvent s'emparer du réel pour éventuellement le renouveler entre eux et en eux. Mais notre travail d'intervention à visée de recherche ne s'arrête pas au développement du pouvoir d'agir. C'était dit tout à l'heure, dans une acception un peu différente d'ailleurs. Ne s'arrête pas au développement du pouvoir d'agir des professionnels, parce qu'une fois qu'ils ont réussi à faire le tour de certaines questions qui leur tiennent à cœur, ce n'est pas pour autant que l'interprétation doit s'arrêter, bien au contraire. C'est pour cela que nous organisons, conjointement à ces analyses de l'activité des professionnels, des comités de pilotage, où se réunissent les signataires de la Convention et des invités permanents, comme par exemple la hiérarchie de proximité, les membres désignés du CHSCT, les représentants du personnel, la direction opérationnelle, le médecin du travail et bien sûr les professionnels qui ont participé au travail d'analyse de leur propre activité. Et pendant ces réunions de travail que nous présidons, l'objectif est de partir des préoccupations des professionnels telles qu'ils les ont analysées. Pour cela, nous projetons des extraits de leurs dialogues et controverses en autoconfrontation croisée. Plus exactement, nous réalisons un montage qui relie les images de leur travail ordinaire, quotidien, et les commentaires qu'ils ont produits pendant les autoconfrontations croisées. Ces montages ont été visionnés et validés au préalable par les professionnels du collectif, bien entendu. Et c'est avec l'aide de ces supports que nous engageons les protagonistes de ces comités de pilotage à discuter. Plus exactement, nous les engageons à instruire les préoccupations des professionnels en cherchant à faire le tour de la question. Non pas donc uniquement sur la base des discussions entre les professionnels du collectif, mais avec toutes celles et ceux qui sont concernés par les problèmes rencontrés par ces professionnels dans l'exercice quotidien de leur travail. En d'autres termes, nous organisons ce que nous appelons, ou ce qu'on peut appeler, une coopération conflictuelle sur le travail. Mieux, sur le réel du travail, c'est-à-dire sur ce que les professionnels font, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur efficacité, ce qu'ils devraient faire pour être plus efficients. Vous l'avez sans doute compris, à la place qui est la nôtre, qui est la mienne, nous ne cherchons pas à faire remonter les problèmes. Je ne suis pas le porte-parole des travailleurs ou des professionnels. Nous ne tentons pas non plus d'être des relais de la direction. Mais nous provoquons au contraire un cadre qui permette aux directions, au CHSCT, de descendre au niveau du travail tel qu'il est effectué et tel qu'il pourrait être transformé. C'est pas pareil. On cherche à faire descendre la direction au niveau des problèmes rencontrés par les professionnels afin qu'ils puissent trouver ensemble des solutions. Et dans le meilleur des cas, ces discussions serrées sur le travail, ces controverses sur les solutions à apporter, cette coopération conflictuelle sur le réel, débouchent sur des compromis dynamiques, c'est-à-dire des propositions organisationnelles à tester, à évaluer et éventuellement à modifier. Je reviens maintenant au rapport entre santé et travail, santé et efficacité. Ce genre d'intervention que nous menons dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens me permet de dresser très rapidement, trop rapidement et à gros traits, un tableau de la question du travail en France. Je peux dire que les professionnels, ça a été dit
tout à l'heure, hein, sont très souvent excédés par la répétition de situations où le travail n'est ni fait ni à faire. Toujours à gros traits, je peux dire que le travail est communément désorganisé sous l'impact d'organisations fragilisées par un court-termisme chronique. Ça a été aussi dit tout à l'heure. Hein. Et c'est dans ces conditions que la santé des professionnels est malmenée. Lorsque ces professionnels n'arrivent plus à réaliser un travail de qualité, un travail qui n'est plus défendable à leurs propres yeux, un travail qu'il faut pourtant faire malgré tout, et souvent à leur corps défendant, cœur et corps défendant même, alors le risque c'est d'y perdre sa santé et parfois d'en faire une maladie. Car au travail, il ne suffit pas de travailler dans de bonnes conditions, d'apprendre à gérer son stress, de trouver une écoute bienveillante, de participer à des programmes sur la qualité de vie au travail, d'être reconnu par quelqu'un. Encore faut-il, et surtout, j'insiste là-dessus, se reconnaître dans quelque chose. Ce quelque chose peut être tout à la fois une histoire commune, un produit, un service, une technique, une entreprise, un métier, ou encore un devenir professionnel. Sans ce quelque chose, il est difficile d'être quelqu'un au travail, c'est-à-dire d'y mettre du sien dans ce que l'on fait. Lorsque les professionnels font régulièrement l'expérience que leur travail de qualité est superflu, que leur parole est inutile, que l'organisation du travail ne leur permet plus de travailler selon les règles de l'art, alors vient le temps que l'on connaît, hein, du renoncement, du ressentiment et du cynisme. Renoncement, ressentiment, cynisme font le lit de la maladie. Quant au travail, on ne peut plus, au moins de temps en temps, être fier de ce que l'on fait, y être pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Je rejoins la définition qui a été proposée tout à l'heure par Canguilhem, hein, et j'en dirai un mot aussi tout à l'heure. Donc, quant au travail, on ne peut plus être fier de ce que l'on fait, y être pour quelque chose dans ce qui nous arrive, ou éprouver les possibilités réelles de développement de son activité, alors on se rétrécit, on se diminue. Et permettez-moi d'insister sur un point paradoxal qui a aussi été présenté tout à l'heure. Hein. Le professionnalisme aujourd'hui pousse les travailleurs à être très actifs sans se sentir véritablement actifs. Ils réalisent de nombreuses tâches sans souvent parvenir à en mener une véritablement jusqu'à la fin ou sans vraiment arriver à s'y reconnaître tant ce qu'ils font est malmené par des contraintes, par exemple, temporelles. L'intensification du travail ne doit donc pas être confondue avec l'intensité du travail bien fait. L'intensité du travail bien fait. La maximisation du nombre d'opérations accomplies dans un temps donné limite l'intensité psychologique et sociale du travail. Et ce travail empêché peut devenir un véritable poison qui peut s'étendre et contaminer la vie hors travail. Ce qu'on n'est pas parvenu à faire au boulot, si vous me permettez l'expression, continue intensément de nous travailler en dehors du travail. Et c'est donc la vie et la santé du professionnel qui sont attaquées. Comme j'ai parlé de santé, je vais revenir sur la citation de tout à l'heure de Canguilhem. Hein. Je vais essayer, moi aussi, en prenant Canguilhem comme lest, mais pas comme autorité, mais comme lest pour penser. Avec Canguilhem, on peut concevoir la santé non pas comme une adaptation passive au milieu, mais comme la capacité d'instituer de nouvelles normes, ce qu'il appelle la normativité. Sur le plan psychologique, la santé, alors, je cite Canguilhem, hein, c'est la revendication et l'usage de la liberté comme pouvoir de révision et d'institution de normes, ce qui est un peu différent du coup de l'entreprise libérée. Je dis ça au passage. Autrement dit, la santé, c'est une conquête de tous les jours, au cours de laquelle le sujet doit être en capacité de se sentir responsable de ce qu'il fait et de créer des rapports entre les choses qui ne se produiraient pas sans lui. Je reprends la définition. Hein. La santé est ainsi intimement liée à l'effort, à la responsabilité, à l'efficacité, à l'impact que l'on peut avoir individuellement sur le monde. C'est lié à l'initiative. À l'inverse, l'état pathologique, quant à lui, se signale par une réduction du pouvoir de créer de nouvelles normes et l'incapacité de passer à d'autres normes. Et c'est dans ce cadre proposé par Canguilhem que je peux dire que le travail est un facteur primordial de santé. Mais c'est le cas seulement lorsque le professionnel peut affecter son milieu de travail par son initiative, par sa participation à un professionnalisme délibéré où les critères de qualité du travail sont discutés, où la créativité individuelle est convoquée pour faire face aux imprévus du travail quotidien. La psychopathologie du travail a fondamentalement à voir avec cette capacité empêchée d'affecter son milieu.
Vous comprenez dès lors que les rapports entre santé et efficacité sont très importants. Vivre dans un milieu professionnel, ce n'est pas simplement être l'objet d'une organisation, c'est être le sujet d'une organisation. C'est être en capacité de laisser son empreinte dans une organisation du travail. L'efficacité à laquelle je me réfère doit être considérée comme la possibilité pour le professionnel de créer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, de participer à l'élaboration des manières de faire les plus efficaces, les plus économes. La santé est liée à la capacité de réaliser des efforts payants. Elle est liée à la possibilité de se reconnaître dans ce que l'on fait au nom du travail bien fait. Pas seulement d'être reconnu, j'insiste, de se reconnaître au nom du travail bien fait. Autrement dit, la santé a à voir avec l'effort. Dans les métiers de service, les critères de qualité du travail sont toujours des lieux de conflictualité, de critères de qualité. Beaucoup plus que dans les métiers de monteur à la chaîne chez Renault, par exemple. On a aussi, j'ai en tête une thèse qui vient d'être soutenue là dans l'équipe. Dans les métiers de service, c'est très compliqué. Mais sans la possibilité de discuter de ces critères entre pairs, c'est une vitalité qui s'essouffle. Dans les métiers de service comme les autres, l'instrument d'évaluation de l'efficacité, de la santé, de la performance, c'est le métier. Le métier. Et notamment les disputes professionnelles sur les critères de qualité du travail. Mais sans collectif de travail, au sens où je l'ai précisé tout à l'heure, un collectif de pairs, le professionnel risque individuel, individualisé, atomisé, ubérisé, auto-entreprenarisé, risque d'errer seul devant l'étendue des bêtises possibles. Le collectif tel qu'on peut le concevoir, c'est un collectif inachevé où le conflit de critères est le centre de gravité. Sans controverse sur le métier, sur le travail, sur l'activité, il est difficile de voir venir le réel, de prendre les devants. Je voudrais maintenant conclure en insistant sur quelques points. Tout d'abord, face à ces dégâts engendrés par le travail, qui ont été soulignés tout à l'heure encore une fois, les organisations du travail ont tendance à subordonner la qualité de vie au travail au bien faire. Au moment où beaucoup de travailleurs pâtissent lourdement de situations qui les diminuent, où ils ne peuvent plus faire un travail soigné, dont ils pourraient se revendiquer, on leur propose de se soigner grâce à des politiques du bien-être. Là encore, vous l'avez compris, je ne crois pas que ce soit la solution, que la solution soit dans le dépistage systématique des risques psychosociaux ou dans la compassion institutionnalisée grâce aux numéros verts qui fleurissent afin que les professionnels puissent déverser leurs souffrances. Ce que je défends devant vous est plutôt de reconsidérer la question du travail à partir et au travers de la qualité. Mieux, je crois important de reprendre la question de la démocratie au travail et de faire l'effort de prendre à bras-le-corps et sans tricher le réel du travail et les initiatives de ceux qui travaillent en première ligne. Autrement dit, et contrairement aux idées qui dominent dans le champ médiatique, ce qu'il faut soigner, c'est le travail et non les personnes. Ce qu'il faut promouvoir, c'est la qualité du travail et non la qualité de vie au travail. Si j'en viens à parler de démocratie, c'est en référence à un ouvrage d'une sociologue, un ouvrage important, Isabelle Ferreiras, la sociologue en question, qui a bien montré comment le travail d'agent de caisse, de caissière, dans un supermarché, et son organisation du travail mobilise ou démobilise l'initiative pour participer à l'organisation du travail, à leur organisation du travail, aux définitions des tâches, au contrôle des clients fraudeurs. Car si la qualité du travail n'est pas un objet de délibération démocratique ni de controverse entre les différentes lignes hiérarchiques, si la multiplicité des points de vue et leurs inévitables conflits sont niés, le réel revient alors toujours comme un retour du refoulé. Et c'est ce que cette sociologue observe. Absentéisme, arrêt de maladie, montée des conflits interpersonnels. Dans ces conditions, la psychologie du travail peut alors chercher à maintenir ou à restaurer la vitalité de cette conflictualité sociale par l'entremise d'instances de coopération conflictuelle sur la qualité du travail et restaurer cette vitalité de la conflictualité sociale pour assurer la conflictualité psychique, pour assurer à la conflictualité psychique des voies de développement. Les conflits psychiques n'ont pas pour source la personne, ils prennent leur source dans le social. Sans conflictualité sociale assumée, alors c'est la conflictualité psychique individuelle qui se rétrécit.
Et du point de vue de l'action, et j'en aurai terminé, il s'agit alors de provoquer le développement des dynamiques subjectives, individuelles et collectives, à tous les niveaux de la hiérarchie de l'organisation, sur la base de l'analyse de l'activité réalisée par les professionnels eux-mêmes. Car pour donner sens à son travail, tout à l'heure on en a parlé, il ne suffit pas de fournir une signification à un événement, de participer à des groupes de partage de pratiques, ou à ce que l'on fait, ou à sa vie. Il faut surtout éprouver les possibilités réelles de développement de son activité au nom de sa santé. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-Luc Thomas pour votre intervention longue, détaillée, qui nous permet de réfléchir à ce qu'on a entendu.